Bonjour à tous et bienvenue ici Morgiane, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit seul, en famille ou entre amis. Pour cette nouvelle année qui commence, je vous souhaite du bonheur, de la réussite et la santé, que l'année 2024 soit meilleure que l'année 2023. Durant les fêtes, il est possible que certains d'entre vous se soient régalés à table au point d'avoir peut-être frôlé la crise de foie. Alors, pour rester dans le thème de la nourriture, nous allons parler aujourd'hui d'un tueur en série américain qui avait pour passion de transformer la chair de ses victimes en steak haché qu'il cuisait au barbecue et qu'il mettait ensuite dans des sandwichs et des hamburgers qu'il revendait incognito à ses clients dans un food truck. Il vantait le goût exceptionnel et appétissant de ce qu'il appelait sa viande spéciale. Vous allez le voir, c'est une histoire complètement ahurissante. Si je peux me permettre un petit conseil d'amis, ne mangez pas en regardant cette vidéo. La série de meurtres commence en 1994 par l'assassinat de Catherine Ann Magaziner, une femme de 39 ans. Elle est sauvagement étranglée et enterrée près d'une usine. 6 mois plus tard, son meurtrier déterre partiellement son corps, retire la tête et laisse le reste du corps sous terre. Il place la tête dans une boîte qu'il jette dans une poubelle, probablement pour éviter une identification en cas de découverte du corps. Ensuite, un soir de 1995, la ville de Baltimore, située dans l'État du Maryland, connaît dans la même nuit une série de 3 meurtres inexpliqués sous le pont Hanover Street Bridge. En fait, nous avons Randall Brewer et Randy Picker, 2 sans-abri qui sont retrouvés morts dans le fleuve. Ils ont été massacrés et découpés à la hache. Une 3e dépouille est retrouvée, celle de Everett Dowell. Rapidement, les autorités mettent la main sur un suspect et le traduisent même en justice, mais par manque de preuves irréfutables, il est acquitté et ressort du tribunal libre comme l'air. Comme vous vous en doutez, nous avons un meurtrier qui erre dans la nature, donc les crimes ne s'arrêtent pas là. En novembre 1996, le tueur s'attaque à une mère célibataire, accro à l'héroïne, Kimberly Lynn Spicer. Il la poignarde à mort dans la remorque de son véhicule. Moins d'un mois plus tard, le 6 décembre 1996, il tente d'enlever une autre femme, Rita Kemper, rien à voir avec Ed Kemper, qui la tire dans sa remorque, prétextant qu'il a de la drogue à lui donner. Il tente d'abuser de la jeune femme, mais celle-ci parvient à s'échapper. La jeune femme, en fuite, interpelle une voiture sur la route et demande de l'aide. Elle informe ensuite la police de ce qui vient de lui arriver, mais elle n'est pas en mesure de donner des informations précises sur son agresseur. Dès l'instant où une des victimes est parvenue à s'échapper, le tueur en série commence à sentir que l'étau se resserre. Lui, qui s'est toujours assuré de ne laisser aucun témoin derrière lui, vient de faire une grave erreur. Il y a maintenant une personne qui pourrait l'identifier formellement. Il s'affole et quelques semaines plus tard, il décide d'abord de déterrer le corps de Kimberly Lynn Spicer. Et pour cela, il demande l'aide d'un ami. Mais ce dernier ne veut pas se rendre complice de ce crime et se hâte de le dénoncer aux autorités le 15 décembre 1996. Cet ami explique aux enquêteurs qu'un certain Joe Metheny, surnommé Tini, lui a raconté avoir tué une femme qu'il a ensuite enterrée sur le terrain de l'entreprise dans laquelle il travaille. Les enquêteurs se rendent sur place afin d'arrêter le suspect qui se rend sans difficulté, sans se défendre. Il est juste serein et attend l'arrivée des policiers. Mais qui est ce Joe Metheny qui semble avoir fait des choses atroces? De son nom complet, Joseph Roy Metheny,
Joe naît le 2 mars 1955 et a une enfance difficile. Il vit dans la pauvreté à Essex, une ville près de Baltimore aux États-Unis, dans l'État du Maryland. Il grandit au sein d'une famille de 6 enfants où le père de famille, alcoolique, décède de façon précoce dans un accident de voiture alors que Joe n'a que 6 ans. Sa mère, Jean Metheny, quant à elle, se voit obligée en tant que mère célibataire de cumuler plusieurs emplois, serveuse, chauffeur, barmaid, etc. pour subvenir aux besoins de ses 6 enfants. En 1973, Joe rejoint l'armée américaine à l'âge de 19 ans. Et à partir de ce moment-là, il coupe le contact avec sa mère et il vit petit à petit une descente aux enfers à cause principalement de 2 choses, son alcoolisme et ses addictions aux drogues dures, crack et héroïne essentiellement. Lorsqu'il quitte l'armée, Joe s'installe dans le sud de Baltimore et s'essaie à plusieurs petits boulots et trouve finalement un emploi stable de conducteur de chariot élévateur où il enchaîne les heures supplémentaires. Durant son temps libre, il traîne avec les communautés de sans-abri, il se drogue et fait la tournée des bars. Il faut savoir que Joe est un sacré personnage. Quand on le voit, on ne l'oublie pas. Il a un physique très imposant. Pour être clair, c'est un mastodonte qui fait à peu près 1,85 m de haut pour environ 200 kg. Jusque-là, il est connu pour être un homme violent, qui a la bagarre assez facile, mais il n'a pas la réputation d'être un tueur. En fait, il y a un élément déclencheur à cette frénésie meurtrière de Joe. Il s'agit du départ de sa compagne avec leur fils de 6 ans. Et ça, il l'expliquera lui-même lors de ses aveux aux policiers, dont je vais d'ailleurs vous lire tout de suite un extrait. J'ai retiré volontairement les insultes et vulgarités qu'il a dites au cours de son récit. Je vous lis ça. Ma folie meurtrière a commencé comme une vengeance, mais a fini par être une passion pour le goût du sang et le sens écrasant du pouvoir que l'on obtient pour prendre la vie d'un autre. Tout a commencé en juillet 1994. J'étais au travail, j'étais chauffeur de camion. Je faisais des heures supplémentaires cette nuit-là. Puis, je suis descendue, je suis rentrée chez moi comme je l'ai toujours fait. Mais quand j'ai ouvert la porte et allumé la lumière, j'ai remarqué qu'il n'y avait rien là-bas. Ma compagne avait tout pris, y compris mon fils, et m'avait quitté. Son départ n'était pas mon problème, mais elle a emmené mon fils de 6 ans avec elle. C'était une accro au crack sans valeur. Je l'aurais payée pour sortir de ma vie. Tout ce qu'elle avait à faire était d'emmener mon fils chez ma mère, et elle aurait pu avoir tout le reste et être partie. J'ai découvert environ 6 mois plus tard qu'elle avait déménagé de l'autre côté de la ville avec un autre, qui l'incitait à vendre son corps pour de la drogue. Ils se sont fait attraper pour consommation de drogue et ils leur ont enlevé mon fils pour négligence envers un enfant. Je n'ai eu aucune chance d'aller aux services sociaux et d'essayer de ramener mon fils à cause de mon casier judiciaire. J'ai donc pris sur moi, avec la haine que j'avais pour ces 2 qui ont perdu mon fils. J'ai décidé d'aller les chercher. J'avais appris de quelqu'un qu'ils allaient sous ce pont et qu'ils se défonçaient avec des sans-abri qui vivaient sous ce pont. Je suis allée là-bas pour les chercher, ils n'étaient pas là. Mais les 2 enfoirés de sans-abri qui traînaient avec eux étaient là. Ils étaient évanouis sur un vieux matelas puant. C'est là qu'ils étaient quand je suis partie. Sauf que cette fois, ils étaient morts, découpés en morceaux. La même nuit, j'ai attiré une première accro au crack, sous ce pont. Je l'ai défoncée et j'ai essayé d'obtenir des informations sur l'endroit où se trouvait ma compagne. Elle a agi comme si elle ne savait pas. Alors je l'ai battue, agressée et tuée. Je l'ai mise dans des buissons et je suis allée attirer une 2e femme. Je lui ai fait la même chose que la première. Mais alors que j'étais sur le point de la jeter dans les buissons avec l'autre, j'ai remarqué un vieil homme noir près de la rivière qui pêchait en train de me regarder. J'ai attrapé un tuyau d'acier par terre, j'ai couru vers lui et je lui ai fracassé la tête. J'ai donc mis les 2 filles et lui dans la rivière. Je les ai alourdis avec des rochers. C'était une nuit très chargée pour moi. 5 meurtres en environ 7 heures. Je me suis lavée dans cette rivière et j'ai nettoyé la scène de crime autant que je le pouvais et puis je suis partie. 2 semaines et demie plus tard, j'ai été arrêtée et accusée du meurtre des 2 hommes que j'ai coupés. J'ai passé près de 18 mois à la prison de Baltimore City en attendant d'aller au procès. Le procès a duré 1 semaine et a été rejeté par le tribunal pour manque de preuves. J'étais à nouveau libre, je suis retournée chez mon ancien patron, je lui ai demandé de me rendre mon emploi. Il avait une petite remorque sur la propriété. Alors, j'ai dit à mon patron de me la laisser
Et si je pouvais rester, je pourrais garder un œil sur l'endroit. Il a accepté et m'a donné les clés de la porte d'entrée du bâtiment principal. L'entreprise était dans une impasse et était très isolée. C'était parfait pour ce que je prévoyais de faire. J'ai attiré 2 autres drogués dans ma remorque. Je les ai tués et massacrés. J'ai coupé la viande, je l'ai mise dans des boîtes tupperware. Et puis, je l'ai mise au congélateur. J'ai enterré leurs restes dans plusieurs tombes, peu profondes, dans un petit bois, juste derrière l'entreprise. Au cours des 2 prochaines semaines, le week-end, j'ai ouvert un petit stand de bœuf à ciel ouvert. J'avais de vrais sandwichs aux rôtis de bœuf et au porc mélangés à de la viande humaine. Ils étaient très bons. Le goût du corps humain était très similaire à celui du porc. Si vous le mélangez, personne ne peut faire la différence. Tout allait plutôt bien jusqu'à ce que je n'ai plus ma viande spéciale. J'ai donc attiré une autre femme jusqu'à ma remorque. Je l'ai fait entrer là-dedans. Je commençais à lui arracher les vêtements, à la tabasser. Elle criait, mais il n'y avait personne autour de moi pour entendre. J'ai juste continué à rire d'elle. Je me suis retournée pendant une fraction de seconde. Et c'était mon erreur, car elle a couru vers la porte avant que je puisse l'atteindre. Il y avait une clôture à maillons de chaîne de 2 mètres et 40 centimètres environ, avec du fil barbelé sur le dessus, autour de l'avant de l'entreprise. Il y avait une pile de palettes de bois à côté, d'environ 3 mètres de haut. Elle a escaladé ces palettes comme un singe et a sauté par-dessus la clôture et a couru jusqu'à la route principale où un gars dans une camionnette l'a prise et l'a emmenée dans une station-service voisine où ils ont appelé les flics. Eh bien, je savais que les flics étaient en route, mais je n'ai pas couru. J'ai ramassé ses vêtements, j'ai attrapé les clés de la porte, je suis sortie. Dès que je suis sortie, une voiture de police s'est arrêtée. Le flic a sauté et a pointé son arme sur moi. Il m'a dit de me mettre au sol. Et c'est là que tout cela a pris fin. Voilà, pour son récit, riche en détails, mais comme vous le voyez, qui est très factuel, qui ne présente aucune émotion et aucun remords non plus d'ailleurs. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'initialement, Joe avait pour seul objectif d'éliminer son ex-compagne et le nouveau compagnon de cette dernière. Au départ, son mobile était la vengeance, et puis petit à petit, les choses ont changé. Il a pris goût au meurtre et à la sensation de toute puissance que cela lui procurait, et là, il a commencé à tuer par plaisir. Par la suite, il a eu l'horrible idée de vendre ses sandwichs et hamburgers contenant des steaks hachés composés d'un mélange de viande animale et humaine. Et à chaque fois qu'il était en fait en manque de viande, il tuait une nouvelle personne, on va dire, pour refaire, entre guillemets, le plein de marchandises, si on peut se permettre de dire ça comme ça. Cela lui vaudra d'ailleurs le surnom du tueur cannibale. Donc quand même, rendez-vous compte, des centaines de personnes ont consommé de la chair humaine sans même en avoir conscience. C'est écœurant et honnêtement, j'espère vraiment pour ces personnes-là qu'ils ne s'en rendront jamais compte parce que je pense que ça risque vraiment de les bouleverser. Au total, Joe Roy Metheny aura fait 13 victimes. Alors que les enquêteurs ne disposent de preuves pour incriminer Joe que dans 2 meurtres, ce dernier confesse avoir tué plus de 10 personnes. D'ailleurs, suite à son arrestation en 1996, comme vous avez pu le voir, Joe est très bavard. Il ne cherche pas à se trouver des excuses, ni à se défendre pour ce qu'il a fait. Et comme vous avez vu quand j'ai lu cette déclaration, il ne se fait pas prier pour raconter en détail les crimes qu'il a commis, comment il les a commis, la façon dont il a dupé les clients de son stand de snack en leur faisant manger de la chair humaine, l'aidant ainsi indirectement à se débarrasser du corps de ses victimes. En 1997 a lieu le procès concernant l'enlèvement de Rita Kemper en 1998, cette fois pour le meurtre de Kimberly Lynn Spicer. Et à l'issue de ce second procès, Joe sera condamné à la peine capitale, une peine qui sera par la suite modifiée en 2000 en une condamnation à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Joe purge sa peine à la Western Correctional Institution à Cumberland, dans le Maryland. Le plus fou, c'est que au cours du procès, Joe ne cherche toujours pas à dissimuler sa vraie nature. Il assume totalement qui il est. Il ira même jusqu'à déclarer « Les mots « je suis désolé » ne sortiront jamais de ma bouche car ce serait un mensonge. Je suis plus que disposée à abandonner ma vie pour ce que j'ai fait, à demander à Dieu de me juger et de m'envoyer en enfer pour l'éternité. J'ai juste apprécié ce que j'ai fait. » Il ajoute « La seule chose qui me fait mal dans tout ça,
c'est que je n'ai pas eu l'occasion d'assassiner les deux enfoirés que je cherchais vraiment, mon ex-compagne et l'homme avec qui elle s'est enfuie. Le 5 août 2017, le tueur en série, alors âgé de 62 ans, est retrouvé inanimé dans sa cellule. Vers 15 heures, il sera déclaré décédé de mort naturelle en raison de son obésité morbide, puisque comme vous avez pu le voir sur les photos, il était vraiment en surpoids. Quand il était emprisonné, Joe n'a pas perdu son sens de l'humour puisqu'il ironisera même depuis sa cellule en donnant un dernier conseil qui est le suivant. La prochaine fois que vous roulerez sur la route et que vous verrez un stand de bœuf à ciel ouvert que vous n'avez jamais vu auparavant, assurez-vous de penser à cette histoire avant de prendre une bouchée de ce sandwich. Parfois, on ne sait pas ce qu'on peut manger. Voilà, donc petit conseil de Joe. J'ai envie de dire, cette fois, certes, il vient d'une mauvaise personne, mais c'est un conseil qu'on peut quand même prendre en compte, je pense. Autre élément supplémentaire sur Joe, c'est que durant son incarcération, à l'image de John Wayne Gacy, le clown tueur, dont vous avez probablement entendu parler de la sordide histoire, Joe Metheny avait aussi ce qu'on pouvait appeler une âme d'artiste et de businessman aussi, pour passer le temps. Pour passer le temps depuis sa cellule, il faisait des dessins illustrant ses crimes et les vendait aux plus offrants. Dans l'œuvre que vous pouvez voir par exemple ici à l'écran, il signe Serial Killer et ajoute la mention « Je n'ai pas seulement dessiné ceci, je l'ai fait ». Donc c'est vraiment de la provoque à 100%. Sur la deuxième photo, vous pouvez voir comment il a décoré de ses dessins une enveloppe qu'il a envoyée à un certain Anthony Siaglia, surnommé Tony. Je vais brièvement vous parler de Tony, étant donné que son histoire vaut le détour. Tony Siaglia est le survivant d'un terrible accident de jet ski en camp d'été en 1992, alors qu'il a 15 ans. Ce violent accident lui vaut une importante blessure à la tête, accompagnée de graves lésions cérébrales. Il tombe dans le coma et à son réveil, il doit tout réapprendre. Comment parler, comment marcher, comment devenir de nouveau autonome. C'est alors un long travail de rééducation qui s'impose à lui, mais au-delà des séquelles physiques, il présente aussi des séquelles sur le plan psychologique. Sa personnalité a complètement changé, il a des accès de colère, de violence, et a énormément de difficultés à gérer ses émotions. Il se sent incompris par son entourage, il sent que quelque chose ne tourne pas rond chez lui, et se sent de plus en plus proche des tueurs en série qu'il contacte par courrier, à partir de 2006, après avoir obtenu l'accord de son thérapeute. Avec ses correspondants peu communs, il noue une relation de confiance. Effectivement, les tueurs en série n'hésitent pas à lui écrire de longues lettres, de longs courriers, où ils lui décrivent avec précision les crimes qu'ils ont commis. Ils lui dévoilent parfois même certains détails traumatiques de leur enfance, dont ils n'ont parlé encore à personne, et lui confessent des crimes qu'ils n'ont même pas portés à la connaissance des enquêteurs lors des interrogatoires. En raison de sa relation privilégiée avec certains tueurs en série, il reçoit au total des milliers de lettres manuscrites et plus de 300 œuvres d'art. Ces correspondances lui permettront par la suite de collaborer également avec les enquêteurs qui investiguent sur des cold cases, c'est-à-dire des affaires classées sans suite par manque d'éléments pour résoudre l'enquête. Je termine de vous raconter ce fait divers par une grande pensée pour les 13 victimes de Joe Metheny, ces personnes qui étaient pour la majorité d'entre elles des sans-abri, des toxicomanes, mises à l'écart de la société. Il me semble important de rappeler que toutes les vies humaines se valent et que souvent derrière les profils de personnes dites marginales, il y a des enfances brisées et malheureuses, des événements traumatiques et des accidents de la vie. Malheureusement, la société dans laquelle nous vivons a tendance à accorder de l'importance ou non à ces crimes selon la classe sociale, l'origine et les mœurs de la victime. Si vous avez apprécié écouter cette vidéo, je vous invite à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine, samedi 17h, pour une nouvelle affaire criminelle. À bientôt!